Merci à tous d'être là. Donc, Raphaël de Rakuten, hein, Marketplace, qui va nous parler justement comment on peut finalement intégrer les boutiques de réseaux physiques dans le parcours d'achat d'une marketplace. Merci, Raphaël. Merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, donc moi je suis Raphaël Bonstein, je suis Chief Product Officer chez Rakuten. Donc, j'ai en charge le produit, l'expérience, le SEO et le Product Analytics chez nous. Donc, autant dire que je dors bien la nuit. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler, vous présenter comment on fait pour faire une marketplace qui est différente des autres et comment nous, on a réfléchi l'expérience pour essayer de se démarquer et de vous démarquer finalement sur notre espace qui est notre marketplace. Et ça, c'est une question qui est très très compliquée parce que il se trouve que c'est pas facile en fait d'expliquer ce qu'est une marketplace et la complexité d'une marketplace. En fait, une marketplace, c'est très facile quand vous avez des marchands qui vendent des catalogues qui sont très différents. Mais nous, on a plus de 5500 marchands et on a des marchands qui vendent exactement la même chose. Du coup, tout le concept d'une marketplace devient de plus en plus compliqué. Il y a quelques semaines, j'ai été invité chez des copains et ils avaient un enfant de 7 ou 8 ans. Et du coup, je suis allé poser la question. Et cet enfant voulait à tout prix jouer avec mon téléphone portable. Moi, je n'avais pas très envie. Et du coup, je lui ai dit, mais est-ce que tu veux pas jouer sur... pourquoi tu veux jouer sur mon téléphone? Et je lui ai présenté le téléphone et celui de ma femme qui étaient exactement identiques. Et je lui ai dit, bah, sur quel téléphone est-ce que tu veux jouer? Et déjà, ça montre à quel point je suis un mec marrant en soirée. Et ensuite, ça montre aussi en fait, la tête qu'a eu l'enfant quand je lui ai posé la question, bah, est-ce que tu veux jouer sur le téléphone A ou B qui est exactement identique et qui a le même jeu? Il m'a regardé avec une tête de dire, bah, je sais pas, choisis pour moi. Et en fait, plus tard, je me suis dit que ça, c'était exactement ce qui illustrait la complexité d'une marketplace, parce que effectivement, certaines personnes vendent la même chose, mais l'utilisateur va quand même devoir choisir s'il achète chez un marchand A ou un marchand B. Du coup, nous et nos équipes, on a beaucoup réfléchi au sujet et je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait pour faire en sorte que les marques permettent de garder leur ADN au sein d'une marketplace et de ne pas faire seulement une exposition et un étalage de produits et après un hasard qui fait que vous vendez plutôt pour un produit A ou un produit B, mais que l'utilisateur sache vraiment quoi choisir. Donc nous, bien évidemment, ma presse est cassée. Donc nous, sur Rakuten, on a un espace de communication qui est notre site internet. On a aussi un site mobile, une application. Et on se pose la question de comment on va faire pour maximiser cet espace et comment on va faire pour que ce qu'on essaye de dégager en tant qu'entreprise puisse se déverser sur votre expérience utilisateur. Historiquement, sur Internet, quand vous regardez un petit peu comment le design est fait et comment les façons de penser des utilisateurs sont, vous avez un espace qui est dédié au core business et vous avez de la publicité ou des partenaires business sur les côtés, mais c'est vraiment quelque chose de secondaire par rapport au core business. Sur une marketplace, et chez nous en particulier, la réflexion est assez différente parce qu'on n'a pas vocation à pousser l'utilisateur à aller sur d'autres sites ou à aller sur de la publicité, mais on veut aussi à tout prix comprendre qu'on est dans une relation vraiment gagnante entre nous et nos marchands. Du coup, on réfléchit de plus en plus comment on fait pour intégrer dans l'expérience utilisateur la place du marchand sur Rakuten. Et pour faire ça, eh ben nous, on se positionne en tant que partenaire des marques, en tant que partenaire des personnes avec lesquelles on travaille. Il faut savoir que beaucoup de marketplaces en France ne sont pas exclusivement que des marketplaces. On a beaucoup de boîtes, je ne les citerai pas, mais la plupart des gros e-commerçants français sont aussi des marketplaces, mais ne sont pas que des marketplaces. Nous, en revanche, on est exclusivement une marketplace. C'est-à-dire qu'on n'a pas vocation
à mettre plus en avant un vendeur qu'un autre, et on n'a pas vocation à d'abord écouler nos stocks avant de vendre les vôtres, si vous êtes des marchands. Donc, se pose la question de comment on va faire pour être dans une relation gagnante-gagnante. Du coup, effectivement, on a ce qu'on appelle, nous, notre expérience utilisateur, et puis, vous, en tant que partenaire business, eh ben, vous constituez 100% de notre business, puisque sans vous, nous n'avons plus de catalogue, sans les marchands, on n'a plus rien, donc on a besoin des marchands pour vivre, et à l'inverse, les marchands peuvent avoir besoin de nous, mais ils peuvent se poser la question de comment faire et pourquoi est-ce que c'est pertinent d'être sur une marketplace qui n'est pas forcément la marketplace qui a le plus de trafic et le plus de volume de vente. Du coup, nous, en contrepartie, effectivement, on leur apporte des visites. Donc nous, chez Rakuten, on est, je crois, dans le prochain panel Nielsen, on est 8e avec à peu près 8 millions de visites uniques par mois. Donc effectivement, on leur amène des visites incrémentales. On leur amène, bien évidemment, comme toutes les marketplaces, du volume d'affaires. Mais on a quelque chose qui est très fort dans notre ADN et qu'on essaye d'amener aussi à tous les marchands qui sont chez nous, qui est l'empowerment. L'empowerment, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui définit énormément Rakuten dans le groupe et qu'on essaye vraiment de traduire dans l'expérience utilisateur et d'apporter à nos marchands. L'empowerment, c'est comment on va vous faire grandir et comment on va vous donner les outils et les moyens pour vous faire grandir. Et du coup, faire ça sur une expérience utilisateur sans pour autant perdre les acheteurs, c'est quelque chose qui est parfois très très compliqué à faire et qu'on essaye de faire de la meilleure façon qu'on peut. Et du coup, pour faire ça, on va s'imaginer être sur notre site internet et on va réfléchir à comment on fait des protos chez nous. Donc là, chez nous, on a besoin de plusieurs choses. Là, on est sur une fiche produit. Et donc, imaginons qu'on a un espace qu'on va se garder, parce qu'en tant que marque, nous aussi, on doit exister pour devenir un réflexe au sein du top of mind des utilisateurs. Et après, on a des informations qui sont liées à la fiche, au produit qu'on visite. Donc, on va avoir une image, on va avoir les informations du produit et les informations des différentes annonces d'un produit, si par exemple, on a un iPhone 7 rouge, noir, etc. etc. Je pense qu'il ne faisait pas encore d'iPhone 7 rouge, mais à partir du 8, il y en a eu. Et puis, on a un espace qui va être l'espace d'annonce, mais c'est finalement qu'une offre du marchand. Et du coup, à partir du moment où on dédie à un marchand un espace de communication sur la fiche produit, eh ben, il faut qu'il puisse faire toutes les différences que pourrait avoir ce marchand. C'est-à-dire que, bien évidemment, ici, il va vendre un iPhone, mais qu'est-ce qui va le différencier des 100 autres marchands chez nous qui vendent des iPhones, sachant que, je vous le rappelle, sur Rakuten, on a à la fois des offres B2B2C, mais aussi des offres C2C. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est très compliqué chez nous. J'ai cliqué beaucoup trop, c'est pas rigolo. Hop, hop, hop. Attendez, je reviens en arrière. J'ai testé une technologie avec mon téléphone directement, ça reste encore à débattre. Donc voilà, chez nous, on a cet espace qui est neutre de marchand. Entre parenthèses, ça c'est pas la fiche produit qu'on a en production, c'est celle qui va bientôt arriver. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on a au cœur de nos réflexions de manière continuelle. Et à partir de là, comme je le disais, on va se retrouver avec ce qu'on va avoir chez un marchand. Et du coup, on va, par exemple, nous, on est très fiers, et on le répète sans cesse, on travaille avec Boulanger, où on va jusqu'à faire du click and collect, etc. J'en parlerai après. Et Boulanger, ce qui lui importe, c'est de driver du trafic en magasin. Mais là, il est sur une marketplace, et du coup, à ma connaissance, les marketplaces en France et en Europe ne drivent pas du trafic en magasin, ils font des ventes additionnelles. Sauf que nous, on a besoin d'empowerer Boulanger et de faire en sorte qu'il puisse avoir ce qui le différencie de ces autres vendeurs. Et du coup, on lui propose de faire
du trafic en magasin, puisque vous pouvez voir au milieu de la fiche produit qu'il peut avoir du retrait gratuit en magasin. Donc tout cet espace qui est sur la fiche produit, il a son coin de marque qui lui est attribué vraiment. Il peut, s'il souhaite, faire du marketing et il a du retrait en magasin. Donc ça, c'est son espace sur lequel il peut communiquer de la façon qu'il souhaite. On va continuer de regarder. Comme je le disais un petit peu, si on prend un focus sur son espace, il y a plein d'enjeux. Je vais m'asseoir parce que je fais plein d'allers-retours, à chaque fois, c'est pas très pratique. S'il a des enjeux, il peut avoir des enjeux de prix. Donc si on a des marchands qui sont hyper compétitifs sur les prix, il faut que le prix, ce soit quelque chose qui soit au cœur de notre expérience d'achat. Et du coup, on a plein de façons de mettre en avant le fait d'être le meilleur prix sur le web. Si vous vendez des produits neufs ou d'occasion, on peut vous les mettre en avant aussi en vous disant bah, ça, c'est des personnes qui font des produits reconditionnés ou de l'occasion. On a un espace de commentaires qui est spécifique à chaque marchand et à chaque annonce. On a du branding, donc ce que beaucoup de personnes appellent aujourd'hui la brand safety. La brand safety, c'est pouvoir avoir des espaces de marque qui sont votre propre identité et sur laquelle nous, on travaille régulièrement en partenariat avec tous les professionnels qui ont envie d'avoir cet espace sur Rakuten. On a les modes d'expédition, donc là j'y viens, c'est le click and collect pour Boulanger qui est quelque chose de très important. Et on a du marketing. Pourquoi le marketing? Parce qu'on a aussi très souvent des gens qui nous disent « Mais non, mais moi, ça me va de rogner sur mes marges, mais j'ai pas du tout envie d'afficher des prix barrés parce que moi, j'ai un produit un peu luxe, j'ai pas envie de donner cette image de bon, bah, j'ai fait des promos, j'ai fait des soldes, etc. » Et du coup, on offre aussi sur la plateforme des outils pour faire du marketing qui est à la fois plus discrète puisque dans une marketplace et à la fois très incentive pour les acheteurs. Du coup, quand on est sur l'expérience de Rakuten France, à peu près à tous les touchpoints qui vont être avant l'achat, on a un espace qui est dédié à la marque, qui est important et qui nous importe beaucoup de mettre en avant. Donc là, on peut voir que ce soit sur la page d'accueil, sur la fiche produit, dans les résultats de recherche ou même dans un corner de marque qui est propre à Boulanger, ils ont un endroit pour s'exprimer sur la marketplace et pas seulement venir rajouter une offre au catalogue et disparaître au milieu des centaines d'offres d'iPhone qu'on peut avoir sur le site. Donc Rakuten, je vous le disais, en France, c'est vraiment 11 millions de visiteurs. C'est la 4e plus grosse marketplace. On a 20 millions de membres. On a 5500 marchands. Et surtout, il y a autre chose qu'on a mis en place, non pas pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs, qui nous différencie aussi des autres marketplaces. C'est un énorme programme de fidélité. Pourquoi un énorme programme de fidélité? Parce que pour les vendeurs, c'est avoir un espace de marque, c'est pouvoir communiquer, réfléchir, exister au sein d'une marketplace, c'est pas subir une marketplace comme je l'entends souvent quand je parle avec des marques, mais c'est aussi pour les acheteurs la possibilité de gagner quelque chose quand vous faites des achats chez nous. Et nous, on a mis en place il y a maintenant 3 ans, on a célébré les 3 ans du Club Rakuten il n'y a pas longtemps, on a mis un Club Rakuten en place. Le Club Rakuten, c'est 5% de cashback offert sur tous vos achats minimum sur la plateforme. C'est-à-dire que quand vous achetez un iPhone à 1 000 € sur Rakuten France, eh bien, vous récupérez directement sur votre prochain achat 50 €. Donc, si par exemple vous avez envie de vous acheter la coque officielle en achetant un iPhone chez nous, eh bien, la coque est, comme qui dirait, offerte sur l'achat d'après. Et donc, dans cette position, en fait, les marques, les vendeurs retrouvent l'intérêt pour les utilisateurs de pouvoir passer par nous. Ils ont un espace qui leur est propre et du coup, on a besoin, nous, d'un point de vue UX, de faire coexister à la fois notre club et à la fois nos espaces de marque. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est très compliqué à faire. C'est quelque chose
qui est en fonction des pages, qui est vraiment un vrai challenge de pouvoir diffuser toutes ces informations. Mais en même temps, c'est quelque chose sur lequel les marchands peuvent s'appuyer, puisqu'ils peuvent eux aussi injecter des pourcentages de cashback supplémentaires, justement s'ils veulent faire du marketing. Et c'est là où c'est assez beau le modèle qu'on a créé, puisqu'on est à la fois un outil qui permet aux marques de faire des ventes additionnelles, mais aussi pour les acheteurs d'être rétribués en fonction de leur fidélisation. Du coup, revenons sur le click and collect. Donc, chez Boulanger, je vous l'ai dit, on a besoin de driver du trafic en magasin. Donc, à partir du moment où on appuie sur voir tous les magasins, il faut rentrer dans quelque chose de beaucoup plus spécifique à un vendeur. Donc là, on n'a plus le niveau d'abstraction qu'on avait juste avant avec la capacité de pouvoir voir toutes les offres et d'essayer de comprendre quelle est la spécificité de chaque vendeur. Mais maintenant, il faut aller dans le détail et accompagner, maintenant qu'il a choisi son vendeur, comment faire pour acheter un produit chez Boulanger, puisqu'il a choisi a priori Boulanger pour pouvoir acheter son iPhone. Et donc là, il peut, comme à peu près sur tous les sites, voir tous les magasins et retirer en 2 heures son produit au boulanger le plus proche d'ici, qui est a priori celui d'Opéra. Et voilà, donc ça aussi, c'est un positionnement unique. En s'alliant avec des marques, ça permet pour les marketplaces de faire quelque chose que les autres marketplaces ne font pas finalement, qui est de pouvoir retirer des produits en 2 heures. Nous, on est, à ma connaissance, les seuls à permettre de pouvoir driver du trafic au magasin à des vendeurs sans pour autant perdre notre ADN, puisque en achetant chez nous, on récupère quand même ces 5% de ce qu'on appelle des super points. Et voilà, ça crée vraiment une émulation. Et les vendeurs qui travaillent avec nous sont a priori ravis. Parce que nous, vraiment, je le dis, je le répète, et c'est quelque chose que en travaillant dans différentes marketplaces, on ne peut pas être fier de dire, c'est que on n'a pas vocation à tuer le business des vendeurs. Il y a des marketplaces qui, au bout d'un moment, se disent « Oh là là, bah, lui, il vend beaucoup, je vais commencer à vendre en propre puisque j'ai du stock. » Nous, on n'a pas de stock. Donc, encore une fois, si les gens ne vendent pas chez nous, on n'a plus vocation à exister. Donc, ce qu'on souhaite vraiment, c'est faire en sorte que très, très rapidement, les vendeurs se développent chez nous et fassent en sorte de grandir leur business, d'augmenter leur boutique, de présenter leur prix, leur avantage concurrentiel. Et c'est un défi de tous les instants que de faire de l'UX avec la complexité de chacun des vendeurs sans pour autant perdre son ADN et son espace qui lui est propre. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Qui a des boutiques de réseau physique? Oui. Et du coup, vous... On vend des lingots et des pièces d'or. D'accord. Voilà, des métaux précieux. Donc du coup, nous, on doit pousser les gens justement en comptoir physique. D'accord. Principalement. On ne peut pas acheter en ligne pour l'instant sur le site. D'accord. Mais alors pour la petite anecdote, nous donc Rakuten France, on est historiquement Price Minister et on travaillait beaucoup avec de l'art et de la collection et du numismatique et des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on a c'est une catégorie qui est assez forte chez nous à cause de notre historique et de notre ADN. Et du coup, ça pourrait être intéressant si jamais on aurait envie de pousser la chose à faire du click and collect dans un magasin et de récupérer ces lingots d'or directement sur la plateforme. Tout à fait, oui. Parce que c'est ça tout l'enjeu, on n'est pas obligé d'acheter en ligne. Je peux directement retrouver sur l'achat en magasin. En fait, on paye en ligne et puis après, on va le récupérer si on veut dans un point de vente physique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sites qui font du click and collect. Je pense que la plupart des gros sites font du click and collect. En revanche, tout le monde fait son propre click and collect et drive du trafic dans son propre magasin. Nous, on n'a pas de magasin physique, donc on drive du trafic dans vos magasins parce qu'on pense quand même que l'expérience d'achat click and collect, elle est super
et elle a vocation à être développée. Mais le problème des gens qui vont chez une marque qui sait qu'ils font du click and collect, eh ben, ils savent aussi qu'ils peuvent aller dans un magasin. En revanche, comparer des prix grâce à une offre marketplace et se dire ah bah cette PlayStation je peux l'avoir dans 2 heures et rentrer chez moi et jouer avec ce soir, et ben là c'est super parce que c'est quelque chose qu'ils peuvent faire tout en comparant les prix sur une marketplace et en touchant 5% de cashback. Et du coup, vous interfacez avec les systèmes de boulanger. Ouais, on a implémenté ça chez Boulanger, on en a d'autres, on a Lavinia qui est un producteur de vin, on a Augarden, et puis on va en annoncer plein d'autres, je ne sais pas encore ce que j'ai le droit d'annoncer ou pas, mais on en a plein dans l'année qui vont rentrer, et tout le monde est ravi a priori de ce qu'on a fait avec eux jusqu'à présent sur le click and collect ou sur leur autre proposition de valeur, parce que parfois il y a des vendeurs qui sont asiatiques qui ont vraiment des enjeux sur les prix et être vraiment best price sur le web, et du coup ils ne peuvent pas baisser des prix au-delà d'un certain tarif, sauf qu'avec tous les outils marketing qu'on propose, ils peuvent encore plus aller chercher une marge compétitive par rapport au reste du marché. Et donc ça, c'est un autre exemple, le click and collect, ou plein d'autres trucs qu'on essaye de développer et qu'on serait ravi de développer avec n'importe quel vendeur qui a sa propre spécificité, comme par exemple vendre des lingots d'or sur Internet. Super, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Ça vous parle le business des marketplaces? Est-ce que vous distribuez déjà? Est-ce qu'il y a des e-commerçants qui distribuent sur des marketplaces? Ok. Dans l'entreprise où je suis, on s'est interrogé à distribuer certains produits sur les marketplaces, mais plus par rapport à notre image de marque. On pouvait être freiné dans le sens où on a une marque où les produits sont assez chers, et le fait de passer par une marketplace puisse dévaloriser entre guillemets notre marque. Donc du coup, ça peut être un frein. Je ne sais pas ce qui peut compenser ça, mais voilà. Justement, c'est ce que j'ai essayé de dire. Nous, on essaye de vraiment créer un environnement brand safety, c'est-à-dire que ta marque, on n'est pas que un revendeur de tes produits. On est là pour promouvoir ta marque au travers de ces produits. C'est vraiment la façon avec laquelle on essaye de construire notre expérience. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans ma présentation, quand on faisait une recherche boulanger, on montrait bien boulanger. On ne montrait pas des iPhones de boulanger. Et c'est quelque chose qui est assez rare et qui est assez dur justement de mettre en avant sur une marketplace, parce que historiquement, dans les marketplaces, justement, si tu cherches, je ne sais pas, tu vends quel type de produits de luxe? Ça va être du rideau à 2000 €, du coup, c'est du beau rideau. Tu vois, est-ce que tu as envie de te positionner sur le mot rideau, ou est-ce que tu as envie de faire exister ta marque et tu as envie de juste avoir des visites et des ventes additionnelles, mais au travers de ta marque? Est-ce qu'il y a eu c'est une vraie question, est-ce qu'il y a des marques qui ont eu du recul, c'est-à-dire qui sont venues et qui sont reparties parce qu'ils n'ont pas trouvé le bénéfice, entre guillemets Oui, c'est arrivé, je pense, dans le passé. La question, c'est est-ce que nous, on les a vraiment bien travaillés? Est-ce que le produit était prêt? Ce que j'ai présenté, c'est sorti assez récemment. On a beaucoup retravaillé ça. Tu vois, l'UX de la fiche produit que j'ai présentée, elle n'est même pas encore sortie, parce que justement, on s'est un peu perdu dans l'exercice de faire du B2B2C, du C2C, de présenter notre club, etc. Et du coup, l'espace des marques s'est un peu perdu, on le reconnaît. Et du coup, là, on repart vraiment à nos origines, qui est... essayer de mettre en avant les marques et pas seulement les produits, quoi. D'accord, merci. Vous croyez encore au développement des marketplaces généralistes, ou vous pensez qu'on va plus sur le développement des marketplaces spécialisés? Sachant que je suis une marketplace généraliste, c'est peut-être une bonne question, et à la fois ma réponse sera assez subjective. Moi, je pense que l'exercice de faire une marketplace, ce n'est plus seulement mettre des produits en avant. Parce que si on fait ça, on n'a pas de raison d'exister par rapport à soit des marketplaces spécialisés, soit les produits en direct. Du coup, il faut créer de la valeur autour de ça.
Et je pense que nous, on crée de la valeur aux consommateurs avec des clubs, des programmes de fidélité et aux vendeurs avec tous les outils dont j'ai parlé. Donc, je pense qu'il ne faut pas se positionner comme une marketplace généraliste, mais il faut plutôt se poser toujours la question, en tant que marketplace généraliste, qu'est-ce que j'apporte de différent que les autres marketplaces généralistes ou spécialistes n'ont pas? Parce que finalement, tes produits, si tu fais du bricolage, et pourquoi tu n'irais pas chez Mano Mano alors que tu les as aussi sur une marketplace généraliste? Mais qu'apporte Mano Mano par rapport à une marketplace généraliste? Je te retourne la question, quelle est la valeur ajoutée d'une marketplace spécialisée? On peut se dire que la sélection de leurs produits, elle est quand même différente. Que là-dedans, on va trouver beaucoup plus que ce qu'on trouve justement sur une marketplace généraliste, qui vont aller justement taper la totalité des marques qui font du coup du bricolage. Enfin, du coup, on est vraiment dans la spécialisation et du coup, on est vraiment dans un catalogue peut-être étendu, plus étendu, ou du moins dans l'idée du consommateur que sur une marketplace généraliste. Ouais. Après, je pense que alors, pour répondre différemment à ta question, je pense qu'une marketplace généraliste n'a peut-être pas vocation à exister. En revanche, une marketplace multispécialiste peut exister. Ok. Après, il existe quatrième, c'est ça, hein, Rakuten. Donc, il peut pas y avoir 50 marketplace généralistes non plus. L'avantage, c'est que ça fait quand même un certain moment que Rakuten opère et du coup, vous drivez un carrefour d'audience. La question, est-ce que ce serait pas la mort demain de tous ces petits sites e-commerce avec l'émergence finalement de marketplace spécialisés versus des petits sites e-commerce? Il y aura toujours ces grosses marketplaces généralistes, mais cherche marketplace, ça concentre un marché fragmenté. Donc du coup, est-ce que l'enjeu c'est là? Alors déjà, oui, nous on est la quatrième marketplace en France, mais il faut savoir que l'univers des marketplaces en France est le plus compétitif d'Europe. On se partage un bout du gâteau de manière très très équitable par rapport à d'autres pays qui ont des gros leaders et des très petits. Et en France, on est 7-8 à être vraiment au coude à coude, ce qui est assez particulier du marché français. Et pour répondre à ta question sur quelle est la place des petits sites, en fait, ton propre petit site internet, c'est un moyen de vendre. Donc, est-ce que ton site... CF, la conversation que je viens d'avoir, est-ce que ton site crée de la valeur par rapport à une marketplace ou est-ce que tu vendras? Qu'est-ce que tu apportes sur ton site? Est-ce que tu apportes des conseils et des guides que nous, on ne va pas être capable d'héberger, auquel cas ton site a totalement vocation à exister? En revanche, si ton site est un PrestaShop qui a juste 3 photos et un header, peut-être que tu peux te poser la question de à quel point est-ce que tu as besoin de ça. Et je pense qu'il y a des marketplaces qui l'ont très bien comprise. Je pense notamment au DIY avec Etsy, Little Market à l'époque et tout. Il y avait des gens qui faisaient leur business, qui n'avaient pas un site et qui n'avaient aucune idée de comment ça fonctionnait et qui pour autant faisaient toute leur vente de bijoux et de produits faits maison sur des plateformes comme ça et ça marchait très très bien et ça marche encore très très bien d'ailleurs. Ouais. Et d'ailleurs, on voit vraiment en France, ça a vraiment explosé ces dernières années sur le marché des marketplaces. Et on voit de plus en plus de marketplaces de services également, mais aussi des complémentarités marketplace, produits et services. Amazon a lancé aux États-Unis justement Amazon Home Services. Est-ce qu'il y a des projets comme ça chez Rakuten, de se lancer aussi sur du service? En fait, nous, on se pose la question de nos vendeurs. C'est-à-dire que, est-ce que toi, en tant que vendeur sur Rakuten, tu as une proposition de service qui est différente des autres? Je reprends mon exemple que j'ai un petit peu trop usé, qui est Boulanger. Boulanger, sur le gros électroménager, ils te prennent ton ancien four et ils te montent ton nouveau four chez toi et ils te le posent. Donc ça, c'est génial. Donc effectivement, ça, c'est pas du click and collect, mais c'est un autre besoin qu'ils ont et c'est une méthode d'expédition chez nous. C'est traité comme une méthode d'expédition qui se marie à leur service. Donc
est-ce que nous, on a vocation à faire du service? Je retourne la question aux personnes qui sont sur la marketplace. Quel est votre élément différenciant? Et on sera ravis d'accompagner les gens sur tout ce qui fait la différence de ces vendeurs pour faire en sorte que on soit une plateforme hyper vaste et variée en fonction de vous et de vos dépendances et de vos particularités. Merci. Ce que je retiens finalement, c'est que Rakuten, vous pouvez les consulter. En fonction de vos problématiques, vous avez toujours des solutions que vous pouvez co-construire avec vos clients. Co-construire ou imaginer ou qu'on a déjà. En tout cas, vous pouvez nous consulter. Après, on va faire au mieux pour y répondre. À un moment, l'expérience utilisateur devient vraiment un sujet parce que faire exister beaucoup de choses différentes... voilà, mais on essaye toujours de trouver un commun accord. Et si vous avez un positionnement disruptif, ce serait au contraire super chouette d'essayer de construire quelque chose qui réponde à un besoin hyper précis. Super, merci Raphaël. Est-ce que vous avez une dernière question? Non ? Merci beaucoup Raphaël, c'était très intéressant.